주로 속에 천한다 전주와도 단이 겹수시 나게 진석에 배천한 긴도나 변질성에 두바이쇼 상계 주로 속에 천한다 전주와도 단이 겹수시 나게 진석에 배천한 긴도나 변질성에 두바이쇼 주로 속에 천하나 전주봐도 단의 격수치 나게 진상에 배천한게 너와 변실상에 두바이쇼. On ne vous donne d'un mal à ce qu'on assemblée jusqu'à la régie pour moi. Par les accumulations et la pratique de la générosité, etc. Parce que j'ai fait le Bouddha pour le médier de les êtres. Le Bouddha d'un mal à ce qu'on assemblée jusqu'à la régie pour refuge. Par les accumulations issues de la pratique de la générosité, etc. Il s'agit d'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Pour le Bouddha, le Dharma, les suprêmes assemblées jusqu'à l'éveil, je prends refuge par les accumulations issues de la pratique de la générosité, il s'agit d'accomplir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Yedama Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Om Yedharma Hetu Prabhava Hetum Tesham Tathagato Yavadat Tesham Chayo Niroda Evam Vadi Mahashamanaye Swaha. Now page 203. Page 203. C'est en annexe pour ceux qui ont le livret de l'année dernière. Donc ce sont les versets pour la méditation sur l'interdépendance et la vacuité, une compilation d'extraits de Sutra de Shastra, page 203. Donc c'est juste pour se souvenir que après la retraite, si vous pouvez réciter ces quelques pages, ce sont des préliminaires pour essayer de cultiver à nouveau l'acuité, l'agilité et la sagesse de l'intelligence. C'est lorsque sa sainteté enseigne, il met l'emphase sur ces textes, et donc on peut les réciter par cœur, bien sûr. On peut les apprendre par cœur. Et parce que on peut les utiliser en tant que partie de notre méditation, sur notre façon de pratiquer la méditation sur la vacuité. Et donc certaines d'entre elles, on peut les apprendre par cœur. Et une fois par semaine ou 2 fois par mois ou 1 fois par mois, vous pouvez les lire à nouveau et puis pour activer votre intelligence à nouveau. On va les lire ensemble. Le sutra donné par l'enfant précieux. Manjushri, quiconque écoute même avec des doutes cet enseignement sur la vacuité engendre bien plus de mérite qu'un bodhisattva qui, manquant de moyens habiles, pratique les 6 perfections pendant 100 000 éons. Ceci étant, que dire alors pour une personne qui écoute cet enseignement sans entretenir de doute que dire alors d'une personne qui le met à l'écrit, le mémorise et aussi l'enseigne complètement et de manière exhaustive et extensive? Le sutra de l'essence de Tathagata. Toute personne qui a commis ces 10 grandes non-vertus à bord de l'enseignement du non-soi et à foi et conviction que tous les faits sont depuis toujours purs de toute existence véritable,
n'entrera pas dans les mauvaises destinées. Le sutra qui soumet les démons. Si un bhikshu réalise que tous les phénomènes sont totalement pacifiés quant à l'existence inhérente et que la naissance des souillures est vide de nature propre, cela supprimera la culpabilité d'avoir des souillures et rendra instables les souillures, réduisant ainsi même les négativités incommensurables à l'inefficience, sans parler des fautes secondaires associées à l'éthique et au rituel. Les 400 stances médianes. Ceux de peu de mérite n'auront pas même d'interrogation quant à ce dharma de la réalité ultime. Si quelqu'un devait entretenir quelque interrogation à ce sujet, cela mettrait en pièces le samsara. L'entrée dans la voie de médiane d'Acharya Chandrakirti. Tout être ordinaire qu'on soit, si en entendant parler de la vacuité, on éprouve intérieurement de la simple joie encore et encore, et que de cette joie viennent les larmes aux yeux, de la chair de poule, alors on possède la graine de la sagesse de l'éveil de complet. Le sutra requis par Upali, l'éclosion de fleurs splendides et variées, et l'éclat des suprêmes lieux dorés, cette demeure si séduisant. Il n'est aucun créateur pour tout cela, elles sont tous établis par le pouvoir de la pensée, c'est au moyen de la conceptualisation que le monde est imputé. Bhikkhuni Vajiravaga, l'esprit est démoniaque qui voit un véritable soi, vous avez une vue fausse, ces agrégats composés sont vides, il n'y a aucun être au sein d'eux. De même qu'on désigne un chariot en dépendance de la collection des parties, de même on affirme un être conventionnel en dépendance des agrégats. Extrait des écrits du vénérable Sharawa. En cherchant une réalité au travers de l'espace, on ne trouve ni périphérie ni centre. Toutes les perceptions cessent complètement. De la même façon, à l'issue d'une quête minutieuse de l'esprit et des phénomènes, on ne trouve pas même un atome d'essence. Puisque la quête de l'esprit n'est pas trouvée, ne rien voir et voir la réalité. Les écrits du Saint Sarara. En entrant dans la vacuité des nuits de compassion, on ne trouvera pas la voie suprême. En méditant sur la seule compassion, on n'obtiendra pas la libération, mais on restera dans le samsara. Quiconque est capable d'envisager l'unité des deux, ni ne s'attardera dans le samsara, ni ne demeurera dans le nirvana individuel. Le sutra du roi de concentration. De même qu'en rêve, une jeune fille rencontra un garçon et vit son décès, et fut joyeuse lors de la rencontre et dans la détresse lors du décès. Voyez ainsi tous les phénomènes. Le traité racine de la voie médiane d'Arya Nagarjuna. La cessation des actes et des afflictions mène au nirvana. Les actes et les afflictions adviennent de la discursivité conceptuelle, celle-ci advient de l'élaboration cesse dans la vacuité. Il n'est ni les agrégats, ni différent des agrégats. Les agrégats ne dépendent pas de lui, pas plus qu'ils ne dépendent d'eux. Le Tathagata ne possède pas les agrégats, qui est le Tathagata. Ce qui advient en dépendance est déclaré vide d'existence indépendante. Ceci étant une désignation dépendante, c'est la voie médiane. Puisqu'il n'est aucun phénomène qui n'advienne en dépendance, il n'est aucun phénomène qui ne soit vide. Ratnavali d'Arya Nagarjuna. Si la personne n'est ni la terre, ni l'eau, ni le feu, ni l'air, ni l'espace, ni la conscience, ni non plus l'ensemble de ces phénomènes, ou est la personne en dehors d'eux. De la même façon que la personne n'est pas véritablement existante parce qu'elle est l'agrégation de ces éléments, aucun d'eux n'est véritablement existant car ils sont l'agrégation de leurs propres constituants. Bodhisattva Vivarana d'Arya Nagarjuna. Quand ceux qui, tout en comprenant la vacuité de tous les phénomènes, se conforment à la loi du karma et de ses effets, cela est plus incroyable qu'incroyable. Cela est plus merveilleux que merveilleux. Chatushataka d'Aryadeva. Dans l'existence dépendante et vue, l'ignorance n'a pas lieu. Ainsi, par tous les moyens, force-toi de trouver cet objet. Le champ des quatre attentions de sa sainteté le 7e Dalai Lama. La sphère des phénomènes qui apparaissent et existent est imprégnée par l'espace de la claire lumière ultime de la cité. Il y a une réalité ultime ineffable. Voyez cette nature de la vacuité en abandonnant les artifices mentaux. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans l'atmosphère de la réalité. À la croisée des six collections de la conscience qui ont diverses perceptions, sont appréhendés les troubles phénomènes dualistes qui sont sans fondement. C'est un spectacle magique qui est illusoire par nature. Ne les croyez pas comme étant véritables, mais voyez-les comme ayant la nature de la vacuité. Ne laissez pas votre esprit s'égarer, mais placez-le dans la nature de l'apparence vacuité. En ne perdant pas votre attention, maintenez-le dans la nature de l'esprit de l'apparence vacuité. Extrait de la prière pour l'épanouissement du Dharma au pays des neiges, sa sainteté le 14e Dalai Lama. Vénérable Malpalot Sarva, Chepedovje, Tsumudeva, etc. L'ensemble des précieux Kagupas, source des bénédictions, la guirlande des surpassables maîtres de cette tradition remarquable, à vous j'adresse mes prières. Puisse le Bouddha Dharma du pays des neiges resplendir pour toujours. Tous les phénomènes inclus dans le Samsara Nirvana ne sont que la radiance de la sagesse spontanée, la sagesse elle-même vide d'élaboration et réalisée dans la nature du Dharmakaya. Imprégnant toutes les existences et les apparences du samsara et du nirvana, elle est le grand Mahamudra.
Fils le Bouddha Dharma du pays des neiges, resplendir toujours plus. Le Dharma de Tustavam. Impermanence, souffrance et vide, ces trois purifient l'esprit, le Dharma qui est insurpassable dans la purification de l'esprit et l'absence de nature intrinsèque. Une prière de conclusion, un commentaire du traité racine du milieu. Au cours de toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par le Arya Manjushri, être capable, même au prix de ma vie, de détenir le Dharma en général et les enseignements sur l'interdépendance en particulier. Les mains jointes. Shri Heruka, Shri Heruka, Shri Heruka. Et le nom soit le phénomène, la vacuité de l'esprit, qui est la source de toute chose, car elle est imputée comme étant de nature causale. Ru est le nom soit de la personne, la vacuité du soi qui est fabriquée par le filet des concepts adhérents au soi des personnes. Ka est la réalité ultime, l'absence de dualité dissonante entre sujet et objet. Shri est la sublime sagesse non duale qui demeure dans la congruence avec la vacuité de l'objet. Ceci est le sens de Evam. Donc on va continuer ce que nous faisons ce matin. Donc par rapport à la causalité septuple pour développer Bodhicitta, la première c'était se souvenir que tous les êtres sont nos mères, ont été nos mères des vies passées. Et donc il y a la différence entre le cerveau et l'esprit. Maintenant, donc le raisonnement, il y a un raisonnement que Acharya Dharmakirti a utilisé dans le Brahmanavartika, principalement par rapport à ce qu'on appelle la conscience mentale que nous avons. Et donc quand on a médité, quand on médite, nos yeux sont ouverts, et pourtant, on s'entraîne de telle manière que notre esprit, notre conscience mentale peut être focalisée sur un objet intérieur et que la conscience visuelle ignore. Elle est ignorée. Et donc de cet entraînement, on devrait avoir la conviction extrêmement forte qu'il y a la conscience mentale. Par exemple, je suis heureux, je ne suis pas heureux, etc. Donc les sens ne peuvent pas appréhender. Et donc on peut voir les humeurs, les différents types d'humeurs, et donc au fur et à mesure des neurotransmetteurs tels que l'ocytocine, etc. Donc tout cela, si vous n'êtes pas content, ces hormones sont là, mais pourtant on n'est pas content, on n'est pas heureux. Donc quand les hormones sont libérées naturellement, à ce moment-là, nous avons la sensation de bonheur, de bien-être. Et donc pourtant, les hormones sont là, même quand on n'est pas content, mais elles ne sont pas libérées. Et donc, cette fonction mentale, c'est comme la distinction, il y en a une à chaque fois. Et donc, ce que fait le cerveau, mais la conscience mentale, elle est toujours un courant, que vous en soyez, vous en êtes conscient, mais les neurosciences ne sont pas conscientes, ne font pas attention à cette conscience mentale. Cette conscience mentale, c'est quelque chose d'abord, il faut voir que cette conscience mentale, dont nous avons parlé ce matin, je suis heureux, je ne suis pas content, etc., c'est ce qui décide comment fonctionne le monde tout autour, cette sensation, je suis heureux, je ne suis pas heureux, etc. Maintenant, notre nation doit être surprotégée et retirée du monde. On devrait prendre soin, on doit faire en sorte que le réchauffement climatique n'existe pas. Et il y a des conférences qu'on peut faire pour faire en sorte que l'émission de carbone soit stoppée ou minimisée. Et donc tout cela est toujours en dépendance de moi, etc. Nous ne souffrons pas, etc. Cet esprit, c'est la conscience mentale. Cette conscience mentale, Acharya Dharmakirti nous convainc dans son livre que la conscience mentale, quand il y a des dommages qui adviennent au cerveau,
Et les consciences sensorielles peuvent être affectées. Les consciences sensorielles peuvent être affectées, mais la conscience mentale, elle n'est pas affectée. Bien sûr, les consciences sensorielles sont affectées, les formations, on n'obtient pas l'information. La conscience mentale n'obtient pas les informations générées ou délivrées par les consciences sensorielles. Quand il y a un damage au cerveau cérébral, les yeux, les oreilles, etc., quand elles sont affectées, elles ne peuvent pas fournir l'information à la conscience mentale. Et donc la conscience mentale est là, mais elle manque de l'information des consciences sensorielles. Cette conscience sensorielle, c'est ce qu'a dit Acharya Jamakiti d'une certaine manière. Il dit, c'est la chose principale, c'est ce qui va passer d'une vie à l'autre. Nous avons le corps et cette conscience mentale. C'est deux choses. Et donc ce corps que nous avons maintenant, d'où vient-il? D'où vient-il ce corps? Ce corps, il n'a pas de début? Il a un début ou il n'a pas de début? Oui. Oui, il a un début. D'où vient son début? Quand était le début? Avec la conception dans la matrice de la mère. Et donc, il est fait d'atomes. Ce corps il est fait d'atomes, de cellules. N'est-ce pas? Les cellules sont faites d'atomes. Et donc, les atomes, ils viennent d'où? Il y a 4 dizaines de milliards de cellules dans le corps. Donc, le bébé, il est tout petit. Le fœtus, il est tout petit. Il ne peut pas avoir ces 4 milliards, dizaines de milliards, etc. D'où viennent ces atomes? Les cellules se dupliquent. Les cellules se dupliquent, en effet. Les cellules se dupliquent. Mais les atomes ne se dupliquent pas. Ils viennent d'où, les atomes? De l'environnement. L'environnement, mais cela vient d'où? Les atomes viennent de l'environnement. Les atomes que nous avons maintenant dans le corps, ils viennent de la nourriture que nous mangeons. Et la nourriture que nous mangeons vient de l'environnement. Les atomes, on les a d'où? D'où viennent-ils? D'où? Où est-ce qu'on est maintenant? Ils viennent d'où? From the cosmos, the universe. Mais d'où vient le cosmos? Le Big Bang. Très bien. Donc, d'autres termes, on peut dire que depuis le Big Bang, c'est l'origine de l'univers, s'il y a une origine de l'univers. Donc, il y a un débat là-dessus, bien sûr. C'est débattable, c'est discutable. Les scientifiques ont des vues diverses. Il y en a qui disent qu'il y a eu un seul Big Bang, d'autres disent qu'il y a eu de multiples Big Bang. Donc, ce que je dis, c'est que ce corps, il vient de nos parents. Mais les atomes du corps, ils viennent du Big Bang. Vous comprenez? Ils viennent du Big Bang. Le corps, il pourrait avoir le Big Bang, s'il y en a un seul ou pas, on peut le discuter. Mais on peut parler aussi de multiples Big Bang. À ce moment-là, il n'y a pas de début au temps. Ce corps, les atomes de ce corps, le corps humain, il vient des parents. Mais les atomes de ce corps viennent du Big Bang, et puis son début. Selon la physique, les atomes ils ne sont jamais annihilés. La matière ne s'annihile jamais. C'est juste qu'elle se transforme en énergie. La matière se transforme en énergie, l'énergie se transforme en matière. Elle ne se jamais. C'est-à-dire que le corps, du côté du corps, il n'y a pas non plus depuis les atomes n'ont pas de début, n'ont pas de fin. La continuité des atomes. Quand je vais mourir, mon corps va être incinéré, puis il ira descendre, etc. Et d'une certaine manière, après, on pourra les mettre dans des plantes, etc. Puis la plante va les absorber sous la forme de nutriments. Et puis, par exemple, un pommier qui va absorber les nutriments, etc. Et donc, qu'est-ce qui ensuite? Est-ce que et donc quelqu'un va devenir et puis les nutriments vont devenir une pomme, et puis les atomes vont se transformer en pomme, et puis la pomme va être mangée par quelqu'un, et puis
Et puis à nouveau, ça va être à nouveau absorbé, etc. Donc ça a du changement continuel. Donc les atomes ne sont jamais annihilés. En tant que matière, la matière sous forme d'atome n'est jamais annihilée. C'est une loi, la loi de la nature. De la même façon, l'esprit, la conscience mentale, et donc qu'on va utiliser un petit peu plus, on va voir que même cela ne s'annihile pas de la même façon que les atomes ne s'annihilent pas, de la même façon l'esprit lui-même, la conscience mentale ne s'annihile pas. Et donc je vais donner quelques-uns des points. Et donc ce qu'on a vu avec la neuroplasticité, qu'on a vu ce matin, précédemment, dans les neurosciences classiques, il y avait la croyance selon laquelle le cerveau engendre affecte l'esprit. C'était unilatéral. Il n'y avait que le cerveau qui pouvait affecter l'esprit, et l'esprit ne pouvait pas affecter le cerveau. Et de ce point de vue-là, et donc quand le cerveau disparaissait, l'esprit aussi. Maintenant, ce qu'on a découvert, c'est que non seulement le cerveau affecte l'esprit, mais l'esprit aussi affecte le cerveau. Et ça, il y a encore des débats, mais quand on s'entraîne sur le cerveau, sur l'esprit, on entraîne l'esprit, eh bien, la dépression, etc., ça peut être enlevé. Vous pouvez modifier la structure neuronale dans l'esprit. Donc, les connexions synaptiques sont responsables pour la dépression, etc. Quand la dépression est plus profonde, les connexions synaptiques il y a des connexions qui se font, et puis avec l'entraînement de l'esprit, certaines connexions peuvent être défaites. Et puis, les connexions pour les pensées positives peuvent être effectuées. C'est ce qu'on voit de nos jours. La pensée peut affecter le cerveau, c'est ce qu'on voit. Pas seulement le cerveau affecte l'esprit, ou la pensée, mais la pensée aussi. Si la pensée peut affecter le cerveau, si la pensée peut affecter le cerveau, ça veut dire qu'il y a un processus conceptuel qui précède la fonction du cerveau. Ce qui précède la fonction cérébrale, c'est l'esprit. Ce qui précède, ça veut dire que c'est un facteur causal. Un facteur causal est le résultat. L'activité cérébrale, ces deux sont deux entités. Elles fonctionnent à différents moments. Et donc, ce sont nécessairement deux entités différentes. Une chose aussi intéressante, c'est que quand une partie du cerveau est endommagée, les autres parties du cerveau vont prendre la responsabilité de la fonction de l'air qui a été endommagé. Et donc ça, c'est ce qu'on a remarqué aussi. Et donc si vous avez une partie du cerveau qui est endommagée, donc par exemple la partie pour le langage, une partie de l'air, pas dans tous les cas, dans certains cas, quand l'une des aires cérébrales du langage est affectée, il n'y a plus de langage du tout. Mais dans certains cas, l'aire du cerveau qui a été endommagée, il va y avoir une autre partie, une autre aire du cerveau qui va prendre la responsabilité. Et puis, vous n'allez pas perdre le langage. Vous comprenez? À nouveau, c'est la neuroscience qui a découvert cela. Ce qu'on peut voir maintenant, c'est que l'art du langage est une fonction mentale. Bonjour, bonsoir, tâche télé. C'est un art, Et donc, c'est le même art, vous avez compris, les entités des isolats. Ce sont deux isolats différents, une aire du cerveau et une autre aire du cerveau. Ce sont deux entités ou une entité? Les différentes aires du cerveau. Et votre cerveau, une partie du cerveau affectée, endommagée, et une autre partie du cerveau non endommagée. C'est une entité ou deux entités? Ce sont une aire du cerveau qui est endommagée, une autre partie du cerveau qui n'est pas endommagée. C'est une entité ou deux entités? Cette aire du cerveau qui est endommagée, une autre aire du cerveau qui n'est pas endommagée. Vous pointez deux objets différents. C'est une entité ou deux entités?
Donc, vous devez connaître une histoire. Il y a une histoire qui est connue comme étant l'histoire de Ram. Vous devez connaître cette histoire. Ce n'est pas vraiment une histoire, c'est quoi? C'est une anecdote, une petite anecdote. Il y avait une personne d'un certain âge qui racontait une histoire de la mythologie hindoue qui tournait autour des figures des Devas. Et il y avait des dieux, donc il y avait Ram qui racontait cette histoire aux plus jeunes. Et quand l'histoire était terminée, celui qui racontait l'histoire disait « Est-ce que tu as apprécié cette histoire ?» Et on lui disait « Ah oui, j'ai vraiment apprécié. » Et il y avait un jeune homme qui disait « Mais qui est Ram ?» Vous comprenez? Et donc l'histoire, c'est par rapport à Ram ou Rama. Et donc ce qu'il a fait, ce qu'il faisait, sa famille, toutes les histoires qu'on racontait pendant 1 heure. Et à la fin, le jeune disait « Mais qui est Ram ?» Vous comprenez ce que je dis? Après 10 jours, vous allez vous poser la question, c'est quoi les entités? Après on avait parlé pendant 10 jours. Donc l'aire cérébrale qui est endommagée et une autre aire cérébrale qui n'est pas endommagée, c'est une entité ou 2 entités? C'est quoi? C'est quoi? Bien sûr que c'est 2 entités différentes. On va dire. Ce bâton, la partie noire et la partie qui n'est pas noire, est-ce que c'est 2 entités ou une entité? C'est la partie noire et la partie qui n'est pas noire. Est-ce que c'est 2 entités ou une entité? Cette fleur, la partie jaune et la partie verte, est-ce que c'est une entité ou 2 entités? C'est 2 entités. La partie verte, elle est là. La partie jaune, elle est là. Je dois pointer 2 objets différents. Vous comprenez? Donc ce mur à ma droite et ce mur à ma gauche, est-ce que c'est 2 entités différentes ou une seule entité? On doit pointer à 2 objets différents. On doit pointer 2 objets différents, donc c'est nécessairement 2 entités différentes. Il y a la table, ma main droite et ma main gauche. Est-ce que c'est 2 entités ou une seule entité? C'est 2 entités, très bien. De la même façon, une partie endommagée du cerveau et une autre qui n'est pas endommagée du cerveau, c'est 2 entités ou 2 entités, très bien. Maintenant, l'esprit, la conscience mentale, le langage. Le langage, l'art, l'habileté est la même, mais il y a deux parties, 2 aires différentes du cerveau qui fonctionnent. Si les 2 parties étaient la même, la partie endommagée du cerveau, par rapport à l'habileté du langage, qui a été choisie précédemment, et ensuite l'autre, la partie qui n'est pas endommagée, qui a pris la responsabilité, ce ne sont pas deux habiletés différentes, c'est la même habileté langagière. Par exemple, si je vous donne un exemple, vous allez le comprendre facilement. Et il y a une personne qui est malade, on doit emmener la personne à l'hôpital, et c'est un endroit où il est isolé, il n'y a pas d'autoroute, il n'y a pas de voiture, etc. Et donc il y a une personne A qui transporte la personne malade à un certain point. Et puis la personne A est fatiguée, donc c'est la personne B qui va continuer de la transporter le malade. Et donc, c'est le patient est le même, mais qui va transporter? Ce sont 2 personnes différentes. De la même façon, pour le cerveau, il y a une habileté langagière et il y a 2 aires du cerveau différentes qui vont s'en charger. L'une, au début, qui était pas endommagée, ensuite elle est endommagée, c'est une autre aire qui va prendre la responsabilité. Et donc, avec cet exemple, c'est très utile, la relation entre le cerveau et l'esprit. La relation entre le cerveau et l'esprit, c'est que quelqu'un
qui est un contorsionniste, qui a cette habileté de son corps, qui est son corps extrêmement souple. Le contorsionniste, il a une habileté par rapport à son corps. On peut le mettre dans un cube, par exemple. Une combinaison d'astronautes. Donc, parce qu'il ne pourrait pas faire la même... donc, on le met dans une combinaison d'astronautes. Ça, c'est l'esprit. Pardon, le contorsionniste serait l'esprit et la combinaison d'astronautes serait le cerveau. Et donc, quand il y a une difficulté, à ce moment-là, l'esprit ne peut pas fonctionner, ne peut pas effectuer son habileté. À cause de cette combinaison d'astronautes, vous ne pouvez pas faire ces contorsions, comme vous pouviez le faire sans le costume. Et donc là, c'est la relation entre l'esprit et le cerveau. Ça veut dire que dans certains cas, c'est un exemple extrêmement utile. Sur cette base, on va voir que les autres points seront compris. Au revoir. Si on dit que le cerveau, où il y a le langage, donc l'air du langage qui est endommagé, qui est une entité différente de l'air qui n'est pas endommagé. Donc la plasticité change tout le temps. Et donc le changement est continu. L'entité, ce que veut dire une entité, et ensuite un est différent, il faut vraiment avoir une compréhension très profonde. Pour les causes et les effets, les entités sont toujours différentes. L'air endommagé du cerveau, c'est une partie. L'air qui n'est pas endommagé du cerveau, c'est une autre entité. Et donc l'air qui est endommagé avait le langage quand elle n'était pas endommagée. Écoute. Quand elle n'était pas endommagée, elle pouvait effectuer l'air numéro 1. Quand elle n'était pas endommagée, elle pouvait effectuer l'habileté du langage. C'est l'air numéro 2 qui ensuite a pris la charge de la responsabilité du langage. Donc ce qui a précédé, c'est l'air endommagé. Aujourd'hui, par exemple, c'est endommagé. Hier, c'était intact. Il y a un accident qui est arrivé dans la nuit. Tu comprends? Et donc, il y a eu un accident dans la nuit. L'esprit n'était pas endommagé hier. Le cerveau. L'air numéro 1, pendant la nuit, elle est endommagée. Et aujourd'hui, elle est endommagée. Et ensuite, il y a l'air numéro 2, et il y a l'air numéro 2 d'hier et l'air numéro 2 d'aujourd'hui. Et donc, l'air endommagé, c'est cause et effet. Quand il y a cause et effet, c'est nécessairement des entités différentes. On doit comprendre ce que veut dire les entités. Les entités. Cause et effet, c'est toujours deux entités différentes. Il ne faut même pas mélanger les deux. Comme on dit que l'esprit peut continuellement transformer le cerveau, comme la méditation. Donc on change la structure constamment, donc bien sûr. Donc ce que je dis, c'est que cette partie numéro 2 du cerveau qui ne prenait pas d'habitude la responsabilité du langage. C'était quand l'air intact, l'air du cerveau du langage intact, c'est elle qui prenait la responsabilité du langage. Ce n'était pas l'air numéro 2 qui prenait cette responsabilité du langage. Maintenant, l'air numéro 1 ces deux entités sont distinctes, et n'ont pas le même continuum. Ce sont deux continuums différents avec le langage. Et donc, c'est un continuum, le langage. Le langage, c'est un continuum. L'habileté du langage, c'est un continuum. C'est une fonction mentale. Et le continuum est là. Et donc, ce que je dis, et donc ce qu'on doit dire, c'est que l'air du langage d'hier, elle a activé le langage.
Et l'air numéro 2 n'avait rien à voir avec le langage hier. Tu es d'accord? Très bien. Ensuite, dans la nuit, il y a une transition. Dans la nuit, un accident. Cette personne a un accident et l'air numéro 1 est endommagé. Écoute. Et l'air numéro 1 est endommagé et aujourd'hui, l'air numéro 1 ne fonctionne plus. C'est l'air numéro 2 d'aujourd'hui qui prend la responsabilité du langage. Tu comprends? Et qui prend la responsabilité du langage. Maintenant, c'est bien sûr, ça prend un certain temps parce qu'elle doit prendre la responsabilité non seulement des couleurs, mais aussi du langage, par exemple. Et donc, il y a deux jobs en même temps, par la même aire du cerveau. Et le changement arrive, en effet. Il y a un changement qui arrive. Donc, j'ai mon cerveau de l'année dernière. Et donc, je n'ai pas de capacité pour les maths, par exemple. Et les parties de mon cerveau n'étaient tout simplement pas développées. Et donc, je ne travaillais pas là-dessus pendant une année. Et maintenant, mon cerveau a changé. La structure, le cerveau a changé. Maintenant, les parties de mon cerveau qui se sont développées par la mathématique, ce sont deux entités. Il y a un continuum. L'endommagement de l'air et du langage est toujours là. Deux choses simultanées ne peuvent pas être dans un continu, ne peuvent pas être dans un continuum séquentiel. Et donc, au travers de l'entraînement, si par exemple on n'avait pas d'habileté pour les maths l'année dernière, on peut lentement activer ces aires du cerveau qui gèrent les mathématiques. Et donc, ce cerveau de l'année dernière où il n'y avait pas d'habileté pour les maths, maintenant il y a un cerveau. Ces deux cerveaux ne sont pas simultanés. Ils sont dans un continuum. C'est le même cerveau dans un même continuum qui change. C'est le même cerveau qui change alors que ces deux parties ne sont pas les mêmes. Ce sont deux aires différentes. Le changement est là. Le changement est là. Je vais te dire une chose par exemple. Qu'est-ce que tu as mangé à midi? Qu'est-ce que j'ai mangé à midi? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce que j'ai mangé? Je te demande. Je ne sais pas. Donc pour gagner du temps, je ne sais pas. Tu comprends? Et donc ton cerveau et mon cerveau sont deux continuums différents. Et donc parce que j'ai mangé, tu ne peux pas t'en souvenir. Et bien que les deux cerveaux soient simultanés dans cette salle actuellement. La fonction de mon cerveau, le fonctionnement mental de mon cerveau, tu ne peux pas t'en souvenir parce que ces deux cerveaux sont deux continuums différents. Deux entités différentes, simultanées, et deux continuums différents. Et donc c'est pourquoi le point ici, c'est que ces deux aires du cerveau dans la même personne, ce sont deux entités différentes, simultanées. Ce n'est pas le même cerveau qui se développe, ce sont deux entités, l'une qui est endommagée et l'autre qui choisit. Par exemple, tu as mangé la moitié de la nourriture et puis incidemment, moi j'aurais mangé l'autre partie de la nourriture, mais toi tu ne pourrais pas t'en souvenir et moi je pourrais. Et donc, dans la partie pour l'habileté du langage, ce que l'air endommagé ne peut pas s'en souvenir, c'est l'air numéro 2 qui prend la charge et qui peut se souvenir de ce qu'est le langage. Et donc, la même habileté, la mémoire est là, la mémoire du langage, elle est là, et donc elle a été prise en charge par une autre aire. Et donc ce langage, où est le langage? Où est l'habileté? Puisque l'air numéro 2 n'a pas du tout l'expérience de ce qu'a fait l'air numéro 1. Et donc ce qu'on a dit précédemment, c'est la façon dont tu peux te souvenir des mots et que tu emploies, etc. Et donc de cela, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a un esprit
qui est continu, qui a un flux continu et qui opère avec une moitié de l'esprit, du cerveau. Et quand la partie 1 est endommagée, la deuxième prend la charge et l'esprit fonctionne toujours. Et l'habileté de langage n'est pas perdue. Sinon, toi, ce que j'ai mangé, tu ne peux pas t'en souvenir. Même si nos deux cerveaux coexistent, si simplement parce que le cerveau A peut se souvenir de ce qu'a dit le cerveau, ce que fait le cerveau. Ces deux ne sont pas le même. Il y a une hémisphère droite et une hémisphère gauche. Ce ne sont pas la même chose. Ce sont deux entités. Elles sont connectées, mais elles ne sont pas une. Mes deux mains ne sont pas une. Mes deux mains sont connectées, mais ne sont pas une. Ma main droite est plus quoi? Elle est plus habile que la main de gauche. Virginie? Ma mère a eu le quart de son cerveau détruit par une hémorragie et effectivement le cerveau a repris toutes les fonctions en charge et un an après elle a pu retourner au travail. Mais il y avait une cohérence entre elle avant l'accident et elle après l'accident. C'est-à-dire que son jeu, la manière dont elle se percevait et agissait était la même. J'ai lu l'histoire d'une personne qui a reçu un tuyau dans le cerveau qui a traversé. Et donc, il n'était plus du tout le même après. Son comportement était complètement différent. Comment c'est possible que le cerveau ait cette influence donc, sur la personne? So there are two cases. Virginie's mother had some hemorrhage in the brain, so a quarter of the brain had been damaged. But after, the rest of the brain could accomplish the function that was lost by the first part. And then she could still remember who she was and act not so much differently as before. But Virginie heard about someone who received a pipe in the skull and in the brain. And then after that accident, he acted very differently, like it would be two different persons. So she wonders how it can be possible in one case and not in another case. Okay, so there's this way we have to know. C'est là où nous devrions savoir toute l'image entière de ce qu'est le cerveau. Par exemple, là, quand l'air du cerveau est responsable du langage, dans certaines parties, dans certains cas, c'est complètement perdu, et dans d'autres cas, c'est une autre aire du cerveau qui prend la responsabilité de l'habileté du langage. Par exemple, une partie du cerveau de la maman de Virginie a été endommagée, et c'est le reste du cerveau qui a pris la charge des fonctions, etc. Et pour une autre personne qui avait reçu un tuyau dans la tête, et donc la personne après l'accident était complètement différente, elle n'agissait plus de la même façon, elle était très différente. Et donc j'ai mes propres points de vue sur ces questions, mais je ne veux pas affirmer plus que ce qui est accepté conventionnellement. Donc cela peut impliquer de nombreuses spéculations. Et donc c'est très étrange. Par exemple, notre corps, s'il y a une coupure, par exemple, le sang coule. Et puis, si le sang ne coagule pas, eh bien, on peut mourir. Et puis, et donc c'est ce qu'on appelle, on parle de la coagulation. Et puis, les plaquettes qui font que le sang puisse coaguler, si elles manquent, là aussi, dans certains cas, cela advient, bien sûr, et dans d'autres cas, cela n'advient pas. Comment est-ce que c'est possible? La façon dont on réagit peut être très différente. Et donc, dans certains cas, le corps réagit d'une certaine manière et dans d'autres cas, il réagit différemment. Et donc, on peut avoir notre propre spéculation sur cette question, mais cela ne peut pas vraiment encore être expliqué de manière pleinement scientifique. Seulement les effets karmiques, l'énergie liée au karma que vous avez effectué
par le passé et qui sont en rapport avec les états mentaux, etc. Mais c'est pas visible. Et donc, c'est une question extrêmement compliquée. Et donc, on fait des recherches, mais on y réfléchit beaucoup. Il faut écouter les neuroscientifiques, etc., ce qu'ils disent à partir de là. On peut voir qu'il y a des possibilités qui sont contradictoires, qui peuvent survenir. On doit y réfléchir un peu plus. Et donc, si vous êtes vraiment intéressé par ce domaine, il faut réfléchir aux deux aspects, et en particulier, ce que disent les neurosciences, ce n'est pas si difficile, parce que c'est facilement visible. On peut observer visiblement ce que évoquent les neuroscientifiques, mais par contre, ce qui relève de l'esprit, ça ne peut pas être perçu de manière directe. Et donc, il faut entraîner votre esprit, il faut avoir l'esprit extrêmement aigu. Il ne faut pas se dire, ah non, moi je ne suis pas si malin que ça, je suis pas si, j'ai pas l'esprit si aiguisé que ça. Non, il faut essayer de mettre en comparaison les deux types d'analyse et votre esprit va se développer. Vous pouvez penser de manière nuancée. Soyez de bons auditeurs, écoutez plus ce qui est expliqué avec des nuances, et là il faut les écouter. Et si une fois que vous avez compris, ce sont des analyses extrêmement magnifiques et une façon de penser extrêmement magnifique. Ensuite, le numéro 2, ce que je vais partager avec vous ici. Récemment, en Israël, il y avait une conférence sur la conscience. Pas si récemment. Ce n'est pas si récent. En fait, il y a 2 mois, la conférence était organisée par des neuroscientifiques extrêmement connus en Israël et en Europe. Et avec eux, il y avait deux neuroscientifiques extrêmement anciens et des physiciens aussi extrêmement sérieux, extrêmement anciens. Puis il y avait des jeunes aussi qui étaient là, des psychologues qui étaient là aussi. Et ils discutaient. Et donc j'étais là aussi, en faisant partie de la conférence. Et le second jour, après ma présentation, la discussion, d'une certaine manière, a été évoquée. On a évoqué le libre arbitre, ce qu'était le libre arbitre. Et puis les neuroscientifiques ont essayé de l'expliquer, mais ils ne pouvaient pas, parce que pour les neuroscientifiques, et gardez cela à l'esprit, c'est que pour les neuroscientifiques, leur approche a une certaine limitation. Non seulement les neurosciences, mais aussi la physique. Aujourd'hui, de nos jours, je dirais que Albert Einstein, au niveau de la théorie de la relativité, c'est plutôt englobant, c'est plutôt global. Mais il y a certaines difficultés que rencontrent les neurosciences et la physique. Bien sûr, leurs découvertes sont incroyables. Les neurosciences, malgré tout, ne peuvent pas expliquer le libre arbitre, parce qu'ils l'approchent au travers du réductionnisme. L'approche des neuroscientifiques, c'est réductionniste. Et ils vont dire, ok, donc le libre arbitre, l'intention. Qu'est-ce qui nous fait nous bouger? Qu'est-ce qui nous fait bouger? L'intention. Qu'est-ce que l'intention dans le cerveau? Et on va essayer de regarder ce qui se passe dans le cerveau par rapport à l'intention. Ils vont dire l'intention, c'est le libre arbitre. L'intention, c'est une fonction mentale. Et donc il va dire, ok, c'est une fonction mentale, donc c'est dans le cerveau. Et donc il va chercher, et il ne peut pas le trouver. Parce que cela fonctionne de manière extrêmement ambiguë, l'intention. Avec le cerveau, c'est mécanique. Le cerveau est mécanique. Le cerveau, vous devriez pouvoir prédire, ne serait-ce que, même si ce n'est pas 100%, vous devriez prédire à 80% si quelque chose est mécanique. Qu'est-ce qui va être le temps demain? Quel sera le temps demain? Vous pouvez le prédire aujourd'hui. Vous pouvez même prédire, dans certains cas, même une semaine en avant, le temps qu'il va faire, parce que c'est mécanique. Ce qui est mécanique peut être prédictible. Et donc, quand il y a le libre arbitre, et donc, ce qui est opposé à ce qui est la prédictibilité, et donc, si on ne peut pas prédire, c'est le libre arbitre. Si on peut le prédire, ce n'est pas le libre arbitre, c'est le prédéterminisme.
Et donc, il y a le débat entre le libre arbitre et le déterminisme, tout ce qui est prédéterminé. Et donc, il y a ce grand débat au sein des neuroscientifiques. Et donc, d'une manière indéniable, nous expérimentons le libre arbitre. De manière indéniable, nous expérimentons le libre arbitre. Et dans la neuroscience pure, on ne peut pas l'expliquer, le libre arbitre. Les neurosciences, avec leur approche, son approche réductionniste, vont dans la matière physique. Et donc, ça c'est fixe. On devrait pouvoir prédire ce qui va se passer. Au moins 80-90% par rapport aux connexions, etc. On devrait pouvoir le prédire. Mais le libre arbitre, par définition, vous ne pouvez pas le prédire. C'est dans vos mains. Personne ne peut, à la seconde personne, on ne peut pas le prédire. Et donc c'est un débat immense. Et ce débat, à la fin, personne ne pouvait résoudre cette question. Les neuroscientifiques ne pouvaient pas trouver la solution, la psychologie non plus, la physique non plus. Ils sont abandonnés. Et donc ce problème ne peut pas être résolu tant qu'on n'a pas compris les contributions de Arya Nagarjuna. Et donc c'était ensuite ma présentation. J'ai expliqué un petit peu par rapport aux deux vérités de Arya Nagarjuna. Et puis pour essayer d'évoquer le problème. Parce que le réductionnisme, c'est le monde macroscopique, le macroscopique, le monde, et comment il est interconnecté, et ils essaient de le comprendre au travers des neurones, qui sont le monde microscopique. Ils essaient d'expliquer le macrocosme au travers du microscopique. Et donc, il y en a qui disent que Albert Einstein a perdu la moitié de sa vie parce qu'il a cherché et il a trouvé une théorie unifiée. Albert Einstein, une théorie, toutes les théories physiques devaient se réunir en une unifiée. Et donc la physique quantique et la théorie de la relativité, ça devrait être en un seul. Les forces devaient aussi en une seule théorie. Le macro et le micro. La gravitation, c'est le macrocosme. La gravitation, c'est le macrocosme. Et la force faible dans les molécules. Il y a les différents types de forces. La gravitation, l'électron, le magnétisme. La force faible, la force forte et puissante, etc. La force faible, la force faible, c'est une force extrêmement menue. Et puis la gravitation, c'est une force immense. Et donc on essaie de combiner tout en une seule théorie unifiée. Il y en a une qui est le macro, l'autre qui est le micro. Et donc, ce que le Bouddha a enseigné, la forme est vide. La forme est le macro. Emptiness, c'est le micro. Et donc, la forme ne peut être comprise qu'au travers de l'analyse conventionnelle, pas l'analyse ultime. Et la vacuité ne peut être comprise qu'au travers de l'analyse ultime et pas de la conventionnelle. Les deux ne peuvent pas être mélangés, ne peuvent pas être mêlés. Si vous mélangez les deux, c'est terminé, c'est le chaos. Et donc, le monde macroscopique, quand vous l'analysez aujourd'hui, dans la physique, avec la théorie de la relativité, explique le macrocosme. Et les deux physiques, avec la physique quantique et la physique macroscopique, les deux essaient d'expliquer le même univers. Il y en a un qui est macro, l'autre qui est microscopique. Et Einstein a essayé d'unifier les deux. Et beaucoup ont dit qu'il a perdu plus de la moitié de sa vie à essayer de trouver cette théorie la théorie unifiée. Et donc un autre point que je voulais partager avec vous, c'est que notre corps, le premier moment de la conception dans la matrice de la mère, quelle taille avons-nous? Quelle taille avons-nous? Quelle taille avons-nous? Une cellule. C'est juste une cellule. Et puis, les cellules, après vont se répliquer, vont se dupliquer. Et donc, c'est juste une cellule. Et là, d'où viennent les autres cellules? D'où viennent-elles, les autres? C'est après, par la suite, vous ajoutez plus de nourriture, de nutriments. Et même ces cellules,
elles ont leur propre longévité. Même ces cellules ont leur propre longévité, à part certaines cellules du cerveau, les autres, en 20 années, elles meurent. Et donc, qui est plus jeune que combien d'entre vous, il n'y a personne qui soit plus jeune que 20 ans. Et donc, il y a 99% de votre corps qui est nouveau. Toutes les cellules auront été changées, transformées, à part certaines cellules du cerveau. Certaines cellules du cerveau, elles vont durer plus longtemps. Mais sinon, notre corps, les cellules de notre corps, en 20 ans, elles ont toutes changé. Vous êtes une nouvelle personne ou vous êtes la même personne? Est-ce que vous vous souvenez de votre jeunesse? Bien sûr, je suis la même personne. Et donc, je me souviens que ne soyez pas mauvais avec moi quand j'ai eu 20 ans, etc., parce que je m'en souviens. Et donc ces cellules sont extrêmement importantes. Grâce à ces cellules, nous cherchons une maison, nous cherchons une voiture. Nous avons besoin de ce que nous devons faire. Et donc, pas ces cellules, à cause de ce jeu. À cause de ce jeu, on a besoin de ceci, on a besoin de cela, etc. Et donc, cette personne, les cellules ont toutes changé, à part un nombre minime de cellules dans le cerveau. 99% des cellules du corps ont toutes été remplacées. Et donc, on devrait être une nouvelle personne. On ne devrait pas avoir... on ne devrait pas se souvenir de ce qui s'est passé il y a 10 ans, ou 5 ans, ou 15 ans, etc. Par exemple, ce que j'ai mangé, vous ne vous en souvenez pas. Pourquoi? Parce que la personne qui a mangé le repas, je sais ce que j'ai mangé. Wow. Je sais ce que je vous ai apporté, mais je ne sais pas ce que vous avez mangé. Ça, c'est l'esprit architectural de chaîne. J'ai apporté la nourriture, mais je ne sais pas ce que vous avez mangé. Et donc, ça veut dire que j'ai mangé, mais vous ne savez pas vous n'avez pas le souvenir de cela. Pourquoi? Parce que votre corps, mon corps, votre cerveau, mon cerveau, ce sont deux, et ce n'est pas le même continuum. De la même façon, ma main, la main d'aujourd'hui et la main d'hier d'aujourd'hui, c'est le même continuum. Bien sûr, la main d'aujourd'hui a une journée de plus, est plus vieille d'une journée que de la main d'hier. Il y a le même continuum. Mais les cellules de cette main, à part le système nerveux, certaines parties des nerfs, je ne suis pas très sûr, mais 99% de cette main était totalement manquante il y a 20 ans. Cette main, c'est totalement nouveau. De la même façon, le corps tout entier, il est tout nouveau. Et donc votre esprit associé à votre corps, il est extrêmement différent de mon corps. Et donc c'est pour ça que vous ne pouvez pas vous souvenir de ce que j'ai mangé. C'est pourquoi je ne devrais pas me souvenir de ce que j'ai fait par le passé. Mais je m'en souviens. Et donc ça, c'est extrêmement important, au travers duquel ce sentiment du jeu, moi, l'esprit, cela demeure, le continuum est le même. Mais le corps, le continuum du corps a changé. Le corps, les cellules du corps ont été totalement remplacées. Je n'irai pas trop dans les détails. On a 6 étapes. C'est le premier. Donc je vais partager avec vous 2 points. Quoi qu'il en soit, c'est ce que j'essaie j'essaie de faire la distinction entre le cerveau et l'esprit, la relation entre le cerveau et l'esprit, ce que les neuroscientifiques actuels disent. Et pour être honnête, j'espère que les neuroscientifiques auraient une centaine d'années de plus de développement que ce qu'on a aujourd'hui, parce que ce ne sont pas si développés que ça. J'espère que les neuroscientifiques auraient été bien s'ils avaient une centaine d'années de plus d'expérience, parce que
Parce que dans 50 ans, on lira ce que je suis en train de dire sur les neurosciences et on dira « Ah, mais c'est tellement grossier ce que vous disiez, mais ça, je ne dis plus rien. C'est ce que disaient les sciences à cette époque. » Et donc, ce que j'aimerais discuter ou partager avec vous, la différence. Donc, les gens parlent de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ils ont peur de cela. Donc, ma vue, c'est qu'il n'y a rien à avoir peur. Il ne faut pas avoir peur, mais ça pourrait être dangereux. Pourquoi dangereux? Parce qu'aujourd'hui, le monde est gouverné, on va dire, de nos jours, le monde est gouverné par les gens. Les gens, ça veut dire donc la plupart du temps, dans la plupart des pays, ce sont les leaders qui décident. Et donc ils sont élus par les élections, ils sont mis en place à l'exception de certains royaumes et dictatures, par certains dictateurs, sinon la plupart des pays du monde, ils opèrent au travers d'élections démocratiques. Ce qui veut dire que le public décide qui va être le chef d'État. Et les leaders vont décider un petit peu ce qu'est le monde. Et les peuples sont intelligents ou ne sont pas intelligents? Et pas toujours si intelligents que ça. Parce qu'ils ne sont pas toujours si intelligents. De très bons leaders pourraient ne pas avoir la chance d'être à la tête des gens qui sont extrêmement éloquents, des gens qui peuvent simplement transformer l'esprit des gens ou retourner à la tête des gens, peuvent accéder au pouvoir. Et les très bons leaders pourraient ne pas être au pouvoir. Et donc, les véritables leaders, ils parlent de la substance, de manière substantielle. Et puis le peuple pourrait ne pas comprendre ce qu'ils disent, etc. Donc, ne pas les élire. De manière générale, c'est comment le monde fonctionne. Personnellement, ce que je pense, c'est qu'en Europe, en comparaison avec d'autres endroits, l'Europe est beaucoup mieux. Les leaders de l'Europe sont beaucoup plus matures qu'en certains autres endroits. C'est mon point de vue personnel. Donc l'intelligence artificielle, les gens se sont inquiétés. Après 100 ans, 200 ans, dans 200 ans, le monde sera gouverné par l'intelligence artificielle, on sera les esclaves. Mais naturellement, normalement, ce n'est pas gouverné, ce sera gouverné par quelques personnes extrêmement brillantes qui vont être employées par la finance. Et les politiciens vont fonctionner à cause de l'argent des financiers. Il y a toutes ces personnes brillantes vont fonctionner, travailler avec l'argent donné par les grands pontes de la finance. Et donc, pourquoi est-ce que l'intelligence artificielle pourrait fonctionner? Ces personnes brillantes pourraient savoir comment ça fonctionne. On va faire une étape en avant. Et imaginons qu'on aille dehors et le gouvernement de Paris va savoir exactement ce que vous êtes en train de faire. Quel pied vous mettez dehors en premier, par exemple. Il pourrait le savoir exactement cela. Et puis la plupart du temps, vos pensées, vos façons de penser aussi, ils pourraient le savoir. Tout sera tellement contrôlé. Et vous ne savez pas que c'est contrôlé parce que vous n'avez pas la capacité d'envisager la sophistication qui pourrait advenir autour de vous. Et puis, vous seriez extrêmement contrôlé. Et donc, qu'est-ce qui contrôle? On va dire, c'est les machines. Les machines, non, c'est pas les machines. Les machines ne savent pas. Les machines sont de la pure mécanique. Elles ne connaissent rien. Les machines opèrent. Donc, elles fonctionnent selon leur programme. Qui le programme? Ce sont les personnes qui sont extrêmement brillantes. Et elles sont de moins en moins nombreuses, ces personnes extrêmement brillantes. Et puis, si dans le monde, le nombre de personnes extrêmement brillantes était plus vaste, eh bien, on saurait exactement ce qui se passe. Et donc, ce que certains
essaye de faire au travers de l'intelligence artificielle, ce n'est que la façon dont sont programmées par comment dire, qui tire la ficelle derrière, donc la finance, etc. Et donc l'intelligence artificielle, et donc elle est programmée par les personnes extrêmement brillantes. Et quelle est la différence entre l'intelligence artificielle et les personnes extrêmement brillantes? Les personnes extrêmement brillantes ont un esprit, mais l'intelligence artificielle n'en a pas. Par exemple, vous avez un ordinateur. En général, qui est plus intelligent, votre ordinateur ou vous? Est-ce que c'est votre cerveau ou est-ce que c'est votre ordinateur? Vous allez demander à votre cerveau ou vous allez demander à votre ordinateur? Vous allez regarder sur Google. Vous allez regarder sur Google, ça veut dire que l'ordinateur est plus intelligent. Et puis un petit calcul, hop, tout de suite, vous allez sur la calculatrice, vous n'allez pas calculer vous-même, mentalement, vous comprenez? Et donc votre ordinateur est plus intelligent. Mais ce dont manque votre ordinateur, vous l'avez. Vous avez un esprit. Lui, il ne fait que opérer cela. Vous n'avez pas besoin d'un opérateur qui vous programme. Par exemple, le matin, il est 5h45 et quelqu'un vient appuyer sur le bouton et hop, vous commencez à fonctionner comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le cerveau est purement mécanique. Et donc ça, c'est l'intention qui fait bouger tout ça. L'intention, c'est quelque chose qui manque dans l'intelligence artificielle. Cette intention, c'est ce qui fait la différence entre les êtres humains et l'intelligence artificielle. Et donc il y a un point que je vais aussi partager avec vous, c'est par rapport à les prodiges, les enfants prodiges, l'intelligence. Par exemple, les surdoués comme Mozart. En tant que jeune enfant, un musicien, un compositeur extrêmement brillant. Si vous essayez de retracer, pour que quelqu'un puisse avoir cette habileté extrêmement brillante, c'est pas nécessairement de la vie passée, ça pourrait être une génération précédente. On va dire que il y a quelque chose qui, nous, on parle de la génération précédente et puis le Bouddha parle des vies passées. Et donc, de nos jours, Darwin ne parle que des générations précédentes. Et donc, il est super parce que ses parents sont super. Il est décent parce que ses parents sont décents. C'est génétique. C'est la génétique. C'est la génération et non pas les vies passées. Et donc, qu'en est-il des prodiges, des enfants prodiges? Par exemple, vous essayez de retracer l'arbre familial, l'arbre généalogique, vous ne trouverez aucune personne qui a la même habileté. Et donc, vous pourrez remonter à la pierre. Vous pourrez remonter jusqu'à l'âge de pierre, etc. Vous ne retrouverez rien de personnes qui jouaient du piano. À l'époque, c'était quelqu'un tous les gens ne cherchaient que la nourriture. Et donc, vous pourrez remonter l'arbre généalogique jusqu'à l'âge de pierre. Vous ne trouverez personne qui savait jouer du piano comme Mozart. Et donc, de la même façon, pour nous, si on a cette habileté dans la musique, on va dire, mais où est-ce que tu l'as appris? Où est-ce que tu l'as appris? Vous comprenez, ça veut dire que quand l'as-tu pratiqué précédemment? Pour avoir cette habileté, vous devez l'avoir pratiqué avant. Quelqu'un comme Mozart, quand l'a-t-il pratiqué avant? Pas dans cette vie. C'est la génétique, aucune idée. Et donc, où est-ce qu'il a appris ça? Pour nous, sans l'apprendre, c'est impossible. C'est impossible pour nous de jouer du piano, d'acquérir cette habileté de la musique tant qu'on ne pratique pas. Si vous savez comment jouer la musique, après les gens vont vous dire, mais où est-ce que tu l'as appris? Où l'as-tu pratiqué? Et donc, où l'a-t-il pratiqué? C'est qu'on ne savait pas ça, ce n'est pas de la génétique. La génétique, vous pourriez facilement retrouver, il y a 1,3 million d'années, vous pourriez retracer tout ça dans l'histoire de l'humanité. Et avant cela, il n'y avait pas d'être humain, il n'y avait pas de musique.
Et puis, avec cette information, si vous revenez un petit peu à ce qu'a dit Acharya Dharmakirti par rapport à la conscience mentale, que nous avons, dont nous avons l'expérience, et les neurosciences ne peuvent pas avoir cette expérience à la troisième personne, et donc la conscience mentale, c'est quelque chose qui n'a pas de début et qui n'a pas de fin. Cette conscience mentale, le premier moment où on est conçu dans la matrice de la mère, l'instant d'avant, c'était la vie passée, et en tant qu'individu, le dernier moment du continuum de cette vie, et le moment d'après, ce sera votre prochaine renaissance. Si vous considérez toutes ces choses, particulièrement dans le contexte des neurosciences modernes, tous ces domaines, vous verrez, vous pourrez analyser, réfléchir, que voir la conscience mentale, et ce que dit Acharya Dharmakirti, c'est brillant. Et puis, les renaissances ne sont pas si compliquées, ce n'est pas si difficile. Mais pour cela, il faut que toutes ces informations soient là. Surtout le point de vue des neurosciences. Ça, c'est très important. Et puis, il y a aussi sur une autre mode, plus léger, j'étais en Algérie en 2007, 2008, 12 ans, il y a 12 ans, j'étais en Algérie avec sa sainteté le Dalai Lama et je devais aller à l'aéroport quelques heures en avance pour faire les passeports, les visas, etc. Et donc j'ai été escorté par un policier algérien qui m'a escorté. C'était 1 heure, 1h30 de l'aéroport. Et le policier, parce qu'on avait 1h30 dans la voiture, il m'a demandé « Dites-moi ce qu'est le bouddhisme ». Et j'ai commencé à partager avec lui comment se libérer de là et obtenir. Il n'était pas du tout intéressé par l'absence de peur, etc., etc. Puis la conversation a été jusqu'à la Renaissance. Dès que j'ai parlé de la Renaissance, il m'a dit « Ah, parlez-moi encore, parlez-en encore ». Et j'ai dit « Pourquoi est-ce que c'est si intéressant ?» Il a dit « En Algérie ». Il a dit « En Algérie ». Ah, au Nigeria. Nigeria. Ah, sorry, désolé, pas l'Algérie, le Nigeria. Le Nigeria. La plupart du temps, c'est des musulmans. Et puis des chrétiens. Et dans les textes saints de ces deux religions, vous ne trouverez jamais un phénomène et donc dans certains villages, vous allez retrouver des jeunes, des enfants qui parlent de leur vie passée. Et ce n'est pas ma maison. Et ma maison, elle se trouve dans un autre village. Il m'a dit ça. Ce n'est pas moi qui leur ai parlé, c'est lui qui m'a dit ça. De jeunes enfants qui ont 3 ans, 4 ans, etc., qui disent « Mais ce n'est pas mon village, ce n'est pas ma maison elle se trouve dans un autre village. Et j'ai 2 sœurs, un frère, 2 sœurs, un père, 2 mères, etc. » Ils décrivaient leur famille, et le village, les familles, etc. Et il s'est dit « Mais c'est quoi ?» Il n'y a aucune mention de cela dans les textes saints, dans les livres saints. Et donc, vous venez, c'est la première fois que vous naissez. Après, vous mourrez et vous avez le jugement final. Et vous n'avez pas une renaissance, etc. Et donc, là où va la personne, ensuite, c'est en dépendance du jugement dernier. Mais ces enfants viennent dans le village et ils parlent de leur vie passée. Et quand ils emmènent ces enfants dans le village dont ils parlent, ils peuvent identifier exactement les familles, les parents, les enfants, etc. Ils peuvent tout décrire, enfin tout identifier. Et ils se disent, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce phénomène? Et il n'y a aucune façon, ce n'est jamais indiqué dans les livres. Et c'est indéniablement ce dont on peut être témoin. Un policier nigérien, au Niger et pas à Dharamsala.
Et il y a une autre anecdote intéressante, juste pour partager avec vous. C'est une anecdote très intéressante. Une jeune fille, And a real anecdote. une vraie anecdote, Young girl, age qui avait 3, 3 ou 4 ans. playing with her cousin, Elle jouait avec son cousin, who was older, like 60 qui years. était un peu plus âgé, 16 ans, etc. Et donc il jouait dehors. Young girl, Et puis la jeune qui avait 3 ou 4 ans, elle disait à son cousin, I have a wife. j'ai une femme. She's a girl. C'est une fille. The young girl said, I have a wife. La petite fille, elle disait, j'ai une femme et j'ai 6 enfants. The elder girl was Et shocked. sa cousine, donc c'est pas son cousin, c'était sa cousine, plus âgée, elle a dit, mais comment est-ce que tu peux dire ça, tu es une fille, comment est-ce que tu peux avoir une femme? Et elle a dit, oui, j'ai une fille, une femme et j'ai 6 enfants. She was very Et elle était extrêmement affirmative, extrêmement sûre d'elle. Et sa cousine était extrêmement choquée, elle avait tellement peur qu'elle est partie. Elle est rentrée à ses parents et elle a dit que sa cousine parlait comme ça. Et donc les parents ont parlé avec la fille et ils lui ont dit, mais dis-moi, how many children you have. combien d'enfants as-tu? Then she Et said, elle a dit, I have. j'ai 5 enfants. Earlier she Et said, tout à l'heure, elle disait 6. now she Et said, après, elle disait, j'en ai 5. and where's your house? Et où est ta maison? Où est ta femme? Et elle a dit, au camp numéro... I'm not going to mention donc c'était dans le camp, dans l'un des camps tibétains. Et donc on appelle, et donc vous pouvez identifier l'endroit si vous allez là-bas. mention the place. Et donc elle a mentionné l'endroit. Let's say On va dire, it's the camp number 7. on va dire le camp numéro 7. My family, my wife, Et donc elle a dit, ma femme et mes enfants sont au camp numéro 7. Et c'était très proche de l'endroit où elle était née. instantly the Et family instantanément, la famille est allée voir au bureau principal qui administre tous les camps de réfugiés, les 9 camps, office to see if there's a the family pour voir s'il y avait une famille là, qui avait eu, où le mari était mort, et la mère était restée avec 5 enfants. they found. Et ils ont trouvé. They found. So now this girl, Et donc maintenant, cette fille, au début, elle disait qu'elle avait 6 enfants, et après, elle disait qu'elle n'en avait que 5. Pourquoi? this wife, Parce que cette femme two husbands. avait deux maris. From the first husband, Du premier mari, elle avait un enfant. Du second mari, qui était devenu cette jeune fille, elle en avait 5. so first time when Et she donc au début, elle a dit, c'était d'une manière large, elle disait, j'ai 6 enfants. Et après, quand c'était plus précis, elle a dit, mes propres enfants, j'en ai 5. this is again a real Et donc ça encore, c'est quelque chose qui pouvait être vérifié. once identified, Une fois que c'était identifié, la famille était tellement contente de voir house father was born there. que le mari avait été repris, que le papa avait repris une naissance dans le camp d'à côté. Et donc tout était vérifié. And so that family accepted Cette famille a accepté la jeune her as the family comme un membre de la famille. in her 20s. Et maintenant, elle a 20 ans. Still the family Et la famille continue d'avoir une bonne relation avec elle. Elle a 2 familles maintenant. okay. So these things are there. Donc ces choses sont là. From this and okay, more importantly Et is de manière plus importante, person. vos propres expériences personnelles est si importante. And then for that, if you Et pour cela, si vous comprenez véritablement les choses de manière convaincante, vous verrez que ce n'est pas si compliqué. La conscience mentale que nous expérimentons, cette conscience mentale, one should be able to learn about on devrait apprendre la façon dont cette conscience mentale opère. what the classifications Et quelles sont les classifications de la conscience mentale? Conscience mentale, it is very quand elle est très, it can be very gross, elle peut être très grossière subtle. et elle peut être très subtile. As the mental consciousness Au fur et à mesure que la conscience mentale est grossière, elle dépend largement du cerveau et du corps. Et plus elle devient subtile, plus elle devient indépendante du corps physique. Vous comprenez? thus far what the Jusqu'à maintenant, ce que les neuroscientifiques évoquent, c'est la conscience mentale grossière. what is very gross is heavy. Parce qu'elle est très grosse, elle dépend largement du cerveau. You can look at the Et donc, vous pouvez voir les corrélations dans le cerveau. Au fur et à mesure que l'esprit devient de plus en plus subtil, il dépend de moins en moins du cerveau. so
Ne l'oubliez pas. Et donc cet esprit qui a cette capacité, quand c'est grossier, cela dépend du cerveau. Quand c'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus indépendant du cerveau. Quand il devient de plus en plus, au fur et à mesure qu'il devient subtil, il est de plus en plus indépendant du cerveau. Et cet esprit, c'est ce qui transmigre d'une existence à l'autre. Cette conscience, quand nous mourons, cette conscience devient indépendante du cerveau. Et donc, elle devient de plus en plus indépendante. Tous ces processus, la façon dont l'esprit devient de plus en plus subtil au moment de la mort, c'est très clairement indiqué dans le texte. Et au travers de la pratique, vous pourriez expérimenter cette subtilité de l'esprit au fur et à mesure. Et dans certains cas, vous pourriez même ressentir que l'esprit, au fur et à mesure qu'il devient plus subtil, devient de plus en plus indépendant du cerveau. Vous pouvez manipuler cet esprit. Ces expériences peuvent être effectuées. De cela, on peut réaliser que et donc avec toutes ces choses, les renaissances, c'est évident. Et donc pourquoi est-ce qu'on ne se prépare pas pour les prochaines renaissances? Si on ne s'y prépare pas, c'est tellement défavorable. On devient comme un enfant. Oh maman, je ne veux pas aller à l'école. Je veux jouer je veux aller à l'heure de jeu, etc. Et puis après 5 ans, après 10 ans, on reste un peu un jeune enfant. De ne pas s'inquiéter, de ne pas faire des plans pour l'avenir. Alors que la mère, elle prévoit les choses à l'avance, et donc elle envoie son enfant à l'école. Une personne sage va essayer de penser aux renaissances, et sur la base de cela, va faire des plans. Faire des projets pour faire en sorte que les renaissances soient encore meilleures que ce que nous avons aujourd'hui. Et c'est une partie de se souvenir de tous les êtres comme ayant été nos mères. Et donc rien que, ne serait-ce que ce corps qui est fait d'atomes, ces atomes ne cessent jamais, ne sont jamais annihilés. De la même façon, l'esprit n'est jamais annihilé. Si l'esprit n'est jamais annihilé, eh bien, l'esprit précédent il y avait une mère. Au cours d'une existence passée, il y avait une mère, et encore une mère, et encore une mère, etc. Et vous pouvez retourner vers le passé à l'infini. Vous avez eu des mères en nombre innombrable. Et donc, qui sont ces mères? Personne d'autre que tous les êtres qui sont autour de vous. Et en termes de temps, le temps est infini, et les êtres sont en nombre infini. Et de cela, on peut réaliser que n'importe quel être a été mère d'un nombre infini de fois. Et donc, c'est le sens de se souvenir que tous les êtres ont été nos mères des vies passées. C'est le numéro 1. C'est quoi le numéro 2? Se souvenir de leur bonté. Une fois que... et donc, n'essayez pas de penser que vous allez obtenir quelque chose, et puis une fois que vous l'avez réalisé, vous passerez au numéro 3. Ne passez pas trop de temps à chaque stade. Essayez en une journée, essayez de passer les étapes les unes après les autres, et n'espérez pas les réaliser une après l'autre comme ça. Pensez à la mère de votre présente existence. Souvenez-vous de sa bonté. Pour cela, pour se souvenir de la bonté de la mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles que soient les expériences de votre vie que vous avez maintenant, vous avez vu, vous avez expérimenté, vous avez entendu, vous avez lu, faites en sorte que ce soit apporté dans votre méditation. Pour la méditation de Bodhicitta, vous pouvez être créatif. Pour la sagesse de la vacuité, ne soyez pas créatif. Je l'ai dit ça précédemment, ne l'oubliez pas. Personnellement, si vous me demandez, il y a des gens qui me demandent « Oh, Geshe-la, vous voyagez beaucoup dans de nombreux endroits. Quel est le meilleur endroit? Quelle est la meilleure nourriture ?» C'est les questions les pires, les plus ennuyeuses qu'on ait pu... Quel est le meilleur endroit? Quelle est la meilleure nourriture? Ça me désintéresse totalement. Et si on vous demande quelle est votre chose la plus préférée, dites-moi quelque chose que vous aimez faire. Une chose que vous aimez, que vous préférez faire. Moi, ce que j'aime, c'est observer la mère
Et les enfants, la relation entre la mère et les enfants, je peux passer des heures et des heures à observer cela, à observer les mères avec leurs jeunes enfants. Par exemple, Dominique et Renald Kokienla, quand il avait 5 ans. Pas maintenant. Quand il avait 5 ans. Quand ils avaient 5 ou 6 ans, cette relation, ça, quand je vois ça, je peux passer des heures et des heures à observer cela, cette relation magnifique. Les mères peuvent tout sacrifier. Et l'enfant qui a 1 an, et non, il ne peut à peine marcher, peut à peine identifier votre sourire, mais votre mère vous sourit, elle vous parle. Il ne sait pas ce que vous lui dites. Mais la mère lui parle. Personne dans ce monde, à part vos 2 parents ou certains des membres de vos familles, personne dans ce monde ne connaît votre existence. Mais pour votre mère, vous êtes le monde tout entier. C'est la façon dont une mère aime son enfant. Se souvenir de la bonté de la mère, c'est si important. On aime notre mère, c'est juste qu'on prend ça pour un acquis. Et donc, dès l'instant où on y repense, cet amour et cette affection, elle revient à la surface. Et quand elle revient à la surface, votre langage corporel devient extrêmement différent. Et la façon dont vous parlez, c'est extrêmement différent. Et ce sera le moment où, quand quelqu'un regarde, par exemple, à 13 ans, et avec sa maman, vous voyez, c'est tellement beau. Et puis à un moment donné, avant, quand on a 20 ans, quand le fils ou la fille a 20 ans, ok, tout est acquis. Mais quand vous aviez 4, 5, 6, et vous, avec votre mère, vous ne teniez pas les choses pour acquises. Votre amour était tellement fort parce que vous étiez si vulnérable. Et c'est la personne qui était là pour vous protéger. Et donc, vous pouviez voir cela de manière évidente, tellement manifeste. Donc, c'est pourquoi c'était réciproque. Mais maintenant, après 16 ans, 17 ans, 18 ans, et on devient plus égocentrique. Oh, ce que dit la maman. Avant, quand elle vous disait quelque chose, vous le recevez avec un sourire. Maintenant, quoi? Mais qu'est-ce qu'elle me dit? Tout ce qu'elle dit, ça ne va pas. Alors que quand on était plus jeune, tout ce que les autres disent à l'extérieur, c'est génial. Et donc ça, on n'y réfléchit pas. Je vais partager une anecdote avec vous. On a fait un cours. C'était l'université Emory. C'était un programme d'études de l'université Emory. Et je ne sais pas si ce programme existe toujours, mais pendant 10-12 ans, ça existait à Dharamsala. Et donc, il y avait des étudiants américains qui venaient à Dharamsala. Et puis, c'était la seconde année, ils m'ont demandé d'enseigner la philosophie aux étudiants, la seconde année. C'était la seconde année. Pour moi, c'était la seconde année. Et c'était la première année pour le programme. Après être revenu de Cambridge, je suis allé en Inde. Et puis, ils m'ont demandé d'enseigner. Le programme, c'était pour un trimestre, 3 mois, pardon. Et donc, ils devaient faire ensuite des recherches indépendantes, individuelles. Après les 3 mois, et après ces recherches individuelles, ils devaient repartir en Amérique. Et donc, ils venaient tous me voir dans ma chambre pour dire qu'ils partaient, etc. Et puis, à un moment donné, il y a une fille, elle devait partir 1 semaine en avance. Et donc, j'ai demandé pourquoi. Parce que sa mère souffrait de cancer, et donc elle devait partir. Mais les 2 n'allaient pas bien. Et donc, le lendemain, elle est venue. Elle a dit, Genla, je dois partir 1 semaine en avance. Et j'ai dit, ok. Et elle a dit, mais je ne veux pas partir. J'ai dit, pourquoi? Elle a dit, parce que ma mère et moi, les 2, on ne s'entend pas bien. Et donc, on n'est pas en bon terme. Et j'ai dit, ok, très bien. Assieds-toi. Et je lui ai dit,
Je ne sais pas qui est ta mère, mais je sais qui tu es. Je te connais depuis les derniers mois, tous ces derniers mois. Et j'ai identifié qui tu es, je peux identifier qui est ta mère. Bien que je n'ai jamais vu ta mère, il n'y a aucun doute, elle a donné le maximum d'amour et d'affection pour toi. Quand tu étais jeune, quand tu avais besoin de son amour, de sa affection, elle était là. Elle n'a rien manqué de cela. Et que tu sois maintenant une jeune fille énergique, forte, très éduquée, c'est la preuve que ta mère ne t'a pas négligée. Tu es une fille très heureuse. C'est la preuve que ta mère t'a donné tout ce dont tu as besoin. Et maintenant, la mère a besoin de toi. Ta mère a besoin de toi. Elle a besoin de toi maintenant. Et toi, tu ne fais pas ton boulot. Elle n'a jamais manqué à son travail. Et toi, elle n'a jamais enseigné à étudier la bodhisattva. Toi, tu as étudié la bodhisattva, elle a vacuité. Maintenant, c'est à toi. C'est toi qui devrais être capable de penser, elle a fait son boulot. Et maintenant, je dois faire mon boulot. C'est mon échec de ne pas l'été. Et donc maintenant, c'est à mon tour de lui donner l'amour et la compassion. Je n'ai jamais fait la compassion. Je me suis toujours plaint. Elle a fait passer cela. J'attends toujours de l'amour d'elle. Et ça, c'est totalement faux. Maintenant, elle devrait espérer de l'amour et de l'affection de ton côté. Toi, tu dois le donner. Et elle a commencé à pleurer. Et elle a dit, oui, maintenant je comprends que c'est mon erreur. Et elle a pleuré. Elle a beaucoup pleuré. Et puis elle a dit, mais même si je vais là-bas, ok, j'ai compris. Et maintenant, c'est maintenant que je dois donner, lui rendre l'amour et l'affection que j'ai reçu d'elle. Mais ma mère ne va pas m'accepter. Elle ne va pas m'accepter. Et donc j'ai dit, c'est merveilleux. Maintenant, ton boulot est fait. Tu as réalisé que maintenant c'est l'heure pour toi maintenant de donner l'amour et l'affection à ta mère. Maintenant tu l'as réalisé. C'est tellement précieux. Maintenant ton boulot, tu l'as fait. Maintenant le reste, je peux t'aider. Je lui ai dit, tu n'as pas besoin d'y aller en avance. Envoie un email à ta mère. Parce que si tu vas là-bas, tu as changé mentalement, tu as déjà changé. Mais tu ressens l'amour et l'affection vis-à-vis de ta mère, mais ta mère, elle ne va pas voir le changement en toi. La mère, elle va penser que tu es toujours la même fille. Et encore, la fille qui se plaint, etc., elle va te rejeter. Et au moment où elle va te rejeter, ta colère va revenir. Et donc, n'y va pas en avance. Écris d'abord un email, envoie-lui un email. Est-ce que tu lui dis? Simplement reconnais l'amour immense que tu as reçu d'elle, toutes ces années, innombrables, tout ce que tu as reçu d'elle. Et reconnais tes erreurs. En disant, je n'ai pas réussi à te donner tout ce que je vais te donner, maintenant je regrette. Et donc ça, tu dois l'exprimer de manière très claire et tu lui dis à quel point tu l'aimes. Tu envoies ce mail et ta mère. Et la mère, au début, elle n'était pas capable de le lire et ensuite une autre personne a lu le mail. Et donc, avec un email, elle n'aurait pas réagi. Et l'email n'aurait pas réagi non plus. Donc c'est pour ça il fallait envoyer un email. Et regardons ce qu'elle a envoyé. Et donc au moins, elle va le lire. Mais toi, tu n'auras pas la chance de parler. Parce qu'avant que tu parles, elle va dire quelque chose, elle va avoir quelque chose de mauvais en toi. Et donc si elle te rejette, tu n'auras pas la chance de parler. Et la colère va venir et c'est fini. Donc avec un mail, au moins, elle va le lire. Et attends pour la réponse. En 3 jours. Ça a pris 3 jours pour écrire un mail qu'elle a envoyé. Après, elle a eu une réponse. Elle est venue me voir avec une joie immense. Elle a dit, ma mère m'accepte. Donc elle est allée en Amérique avec une joie immense. Et la mère était tellement contente d'avoir sa fille.
Sinon, précédemment, ça aurait été ma fille arrive, ça va être tout un tas de problèmes, etc. Et je vais mourir d'un cancer, et puis elle va n'avoir aucun intérêt pour moi, et donc cette agitation, elle serait morte plus rapidement. Et en fait, là, c'était magique. La fille est allée là-bas avec une joie immense, et elle a anticipé de voir sa mère, et la mère était tellement contente de voir sa fille. Et croyez-le ou non, elle a été l'infirmière de sa mère jusqu'à ses derniers jours, d'une manière tellement affectueuse. Imaginez l'état d'esprit de sa mère. C'est le meilleur cadeau que sa fille pouvait lui donner. Croyez-le ou non, les deux devaient écrire. Chaque étudiant devait écrire une forme de thèse, un commentaire sur Nagarjuna, sur la précieuse guirlande. Et elle m'a envoyé son commentaire de la dédicace. Et elle a écrit un commentaire extrêmement touchant. Et donc, croyez-le ou non, c'est que dans sa dédicace, donc toute la colère de sa mère, elle aurait pu être la mère, mais qu'est-ce qu'elle a écrit? Donc elle a dit qu'elle dédiait sa thèse à sa mère. Donc elle a dit... Donc, elle était tellement fortunée d'avoir été la fille de sa mère. Donc elle a dit, c'est pas grave si on est séparés, mais on voyagera vers l'éveil tous ensemble. Et pour toujours, je me souviendrai de toi. Et donc on a tous la capacité. Donc la fille qui pouvait être l'infirmière de sa mère après avoir été en colère et de ne pas pouvoir se voir. Et donc cet amour incroyable, la fille avait eu l'honneur de pouvoir servir sa mère. Et donc là, sa mère était tellement heureuse, elle anticipait le fait que sa fille puisse venir. Il n'y a aucun doute qu'elle a pu lui donner cet amour qui a pu se développer. Et donc c'est de cette façon que la mère a pu vivre de manière extrêmement heureuse ces derniers jours avec sa fille. Et donc ça c'est incroyable, c'est magnifique. Et donc c'est juste naturel, si on n'y pense pas, automatiquement la colère revient. Et donc si on pense à la bonté qu'on a reçue, imaginez. Et donc la chose, comme je vous l'ai dit, mon activité préférée c'est de voir comment le lien entre la mère et ses enfants, donc le lien, la proximité, juste observer. Et donc je ne me souviens pas nécessairement de tout cet amour que j'ai reçu de ma mère quand j'étais tout petit. Et donc ce sont juste des clichés que j'ai en fait, d'avoir été bercé, etc. Et donc ce sont juste des parties, des segments que j'ai en fait. Mais quand je vois comment les parents agissent avec leurs enfants, j'extrapole et je me dis que ma mère a dû faire la même chose à moi aussi. Et donc de cela, ma pratique de Bodhisattva est devenue comme ça. Et donc je n'ai pas une expérience vivante. Mais combien d'entre vous ont encore votre mère? Qui a encore sa mère? Et donc la plupart d'entre vous l'avez encore. Vous êtes tellement chanceux. La plupart d'entre vous avaient encore votre mère. Qui d'entre vous avait encore votre mère? Et au moins jusqu'à vos 20 ans. Au moins, vous aviez encore votre mère au moins jusqu'à vos 20 ans. Ceux qui ont perdu votre mère avant que vous ayez eu des ans. Combien? Amina, tu as perdu ta mère à l'âge de 5 ans. Ah, comme moi.
Okay, never mind. Non, c'est pas grave. Because, say, Nous, c'est pareil. most of you have no Et donc, choice. sinon, la plupart d'entre vous êtes extrêmement chanceux. Now, those who still have Maintenant, your ceux mother qui today, avaient encore votre mère, aujourd'hui, vous êtes les plus chanceux. what I tell people is that Ce que j'ai dit aux gens, is that today, c'est qu'aujourd'hui, if somebody comes, si quelqu'un arrive, whom I can tell him à that please, qui let me je have vais lui- mother, je vais let lui me dire, have my mother for laissez-moi one day. ma mère au moins pendant un jour. Let me have my mother Laissez-moi for avoir ma mère ne serait-ce que pendant une whatever I heure. have, I'll give you. Tout ce que j'ai, je vous le donne. Whatever I have, I'll Tout ce que j'ai, je vous le donne. whatever belongings that I have, possessions that I have, I'll give you. Let me have my mother just for one day. Ne serait-ce que pour l'avoir pour une journée ou une heure. If my mother's dead, the first thing that, believe it Si or ma not, mère, when I lost my father, I lost my Donc, father quand when I was 33, j'ai 34. perdu mon père, j'avais 22 ans, 23 ans, 24 ans. My father was very lucky. Very lucky. Mon père était extrêmement chanceux parce qu'on était encore là, moi, mon frère et ma sœur. Donc on l'aidait, on le soutenait. Et les trois, on était là, on essayait jusqu'à ces derniers jours, on prenait soin de lui. Donc je voyageais. Et pendant une semaine, donc, je suis allé voir sa sainteté. Et quand j'étais à Delhi, donc j'étais à Dharamsala, et j'ai entendu que mon père avait été décédé. Imaginez, quelle était ma réaction? Ma première réaction quand j'ai entendu ça, quelle était ma première réaction? J'ai perdu mon père, d'avoir perdu mon père, non? Ma première réaction, c'est que j'aimerais tellement, et non, si j'avais pu servir ma mère de la façon dont j'ai pu servir mon père dans ces derniers jours. C'était la première réaction qui est venue à mon esprit. Donc vous, qui avez toujours votre mère, vous êtes extrêmement chanceux. Vous êtes extrêmement chanceux. Ne pensez pas que ce moment, oh, mais ça, c'est toujours la même chose, etc. Que c'est un acquis. Non, c'est beaucoup plus précieux. Ces moments que vous avez avec vos parents, c'est beaucoup plus précieux que l'or et l'argent. Essayez de les rendre les plus heureux qui soient. Des gens comme nous qui avons perdu notre mère quand on était jeunes. Et donc juste, est-ce qu'on peut dire si j'avais pu, etc. Je serais tellement heureux avec une heure avec ma mère, je serais tellement heureux. Une journée avec ma mère, ça me rendrait tellement heureux. Et là, et vous avez votre mère, vous êtes tellement fortunés. Et donc, bien sûr, vous aimez votre mère, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça, c'est normal, mais cet amour extrêmement intense, il était redescendu sous la surface. Et quand vous y pensez, ça revient à la surface. Et vous voyez, tout ce que votre mère fait, c'est tellement magnifique. Et donc, le fait qu'elle soit vivante, rien que ça, c'est déjà extrêmement... Là, vous devriez vous sentir extrêmement fortuné. C'est la réalité. Et donc, vous qui avez toujours vos parents avec vous, vous devriez les rendre, trouver cette opportunité pour faire en sorte de la servir et de ne pas faire qu'elle vous sert, mais servez-la. Rendez-les heureux. Et si vous pouvez les rendre heureux, faites-le. C'est là une grande opportunité. On va s'arrêter ici.
faire les prières et dédicaces. Page 284. Dans la terre pure de Tibet, entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait, de toute joie, personne puisse vous demeurer jusqu'à la fin du samsara, afin de m'entraîner avec la sagesse et la cité du Romanjushri, à l'instar de Samantha Bhadra, afin de m'entraîner à suivre l'horizon. Je dédie pleinement toutes ces vertus, je dédie toutes ces racines de vertus, l'état des cas s'acclamer comme étant la meilleure par les vainqueurs sur l'île des trois temps, afin que je puisse accomplir de bonnes activités. Puisse le précieux d'esprit d'éveil naître là où il n'est pas né, là où il est né, puisse il n'est pas décliné, mais toujours se répandre. Tant que demeurera l'espace, en que déroulant dans votre os, pour la souffrance de si peu. Les mérites issus de ces actions vertueuses puissent atteindre rapidement l'état de Bouddha et amener tous les êtres sans exception vers cet état éveillé. Je prie les mérites ainsi accumuler la révélation des activités de prix. De Bouddha et de Bouddha, la maintien du dharma, des écritures et la réalisation, tout ça, je renonce les existences par la force de ces mérites. N'être jamais séparés des quatre cycles du mariage, je conclue toutes les étapes de la voie, le renoncement, le détachement, avec le souhait de libérer tous les êtres, je prends toujours plus jusqu'au cœur de l'éveil, le Bouddha, le Dharma et la Sangha, je par la sagesse et la compassion aujourd'hui. Je suis une grâce pour le bien de tous les êtres. Je suis trop joyeux, je complète toutes mes activités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le passé esprit dans l'éveil dans le cœur. Vous qui clarifiez toujours plus la voie, émissant vacuité et compassion, protecteur du Dharma, des êtres du pays des neiges, au bout des questions, je prie pour que vos souhaits s'accomplissent spontanément. Puissent les opérations des pensées et actions malsaines, puissent les opérations des pensées et actions malsaines, des forces malignes humaines et non humaines qui prennent une apparence malveillante à cause de prières pervertives faites à l'encontre du Bouddha Dharma, être totalement vaincu par le pouvoir de trop joyeux. Puisse au cours de toutes nos existences être jamais séparés de mon parfait maître, bénéficier de la magnificence du Dharma et après avoir parachevé la qualité de terre des chemins, puisse-je toutes mes existences à venir, puisse-je être guidé par la Dharma du Shri, être capable même au cours de ma vie de détenir le Dharma, en général les enseignements sur la terre des princes en particulier.